Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va plonger au cœur du trafic de drogue à Grenoble dans les années 90 grâce au récit d'un ancien dealer et déguster un gratin dauphinois un peu particulier. Et ceux qui nous ont concocté ce gratin dauphinois sont sur ce plateau, Maxime Sibué et Nicolas Guméry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue, vous êtes associé dans un projet vidéo qui donne la parole aux Grenoblois. Ça me rappelle quelque chose, ce concept. Vous avez nommé votre émission Le Gratin Dauphinois et vous allez nous présenter la recette dans cette émission. Avec nous également l'auteur de ce livre qui s'appelle Deal, paru aux éditions Nouveau Monde, une plongée réaliste dans le trafic de drogue à Grenoble dans les années 90. Son auteur a été l'un des acteurs de ce trafic et il livre un témoignage sans concession sur ce milieu. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sis. Bonjour. Alors Sis, c'est votre pseudo. Il a une signification particulière, ce chiffre ? Pas spécialement, je ne suis pas dans la numérologie ou les choses comme ça, mais je savais dès le début que je voudrais partir sur une forme d'anonymat et un numéro, ça pouvait attirer l'attention et ça a plutôt bien fonctionné. Oui, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir un numéro comme nom d'un auteur de livre, hein, un chiffre et 4 lettres pour résumer ce livre. L'anonymat, c'était une obligation quand on raconte ce que vous mettez là dans le livre Pas forcément, moi c'était mon choix, principalement pour préserver une partie de mon entourage. Et je trouvais ça aussi intéressant de s'effacer derrière le livre, dans une époque où tout est surmédiatisé, surexposé. Voilà, moi j'étais plus à l'aise avec cette forme-là qui est un peu un contre-pied, mais surtout quelque chose avec lequel je suis plus à l'aise. Alors vous avez une quarantaine d'années. Pourquoi avoir choisi de mettre en lumière cette partie de votre vie ? On parle des années 90 à Grenoble. Le trafic de drogue, c'est un milieu qui n'aime pas trop la lumière. Quand on décide comme ça d'écrire un bouquin sur les coulisses de ce trafic, même si c'était il y a une trentaine d'années, on risque de s'exposer à quelques retours des gens qui sont encore dans ce milieu. Vous y avez pensé ? Oui, forcément. C'est un milieu avec des gros égos. Voilà. Mais moi, je balance personne dans le bouquin. Tout le monde est sous surnom. Donc après, s'il y en a qui se reconnaissent, ils apprendront pas grand-chose. Tout est déjà passé, tout a été vécu. Moi, j'avais plusieurs activités artistiques et j'avais envie de replonger dans l'écriture. J'avais envie de quelque chose de très français, curieusement, et de très universel. Et l'écriture, la littérature, c'est ce qui m'a semblé le plus correspondre à cette envie-là. Et j'ai eu envie de raconter mon histoire, mais au-delà, l'histoire d'une génération qui, à mon sens, n'a pas été racontée, n'a pas été documentée. Et on est dans une période où on parle énormément du trafic de drogue, mais comme si c'était quelque chose de très soudain, alors que c'était présent depuis plusieurs décennies. Mais j'ai l'impression que cette période, vous parlez des années 90, ça part du milieu des années 90. Et il y a un deuxième volume qui est en cours d'écriture, qui sortira l'année prochaine et qui mène jusqu'au début des années 2000. Et cette période-là, elle a été très importante. C'est une époque charnière. Mais à mon sens, elle n'a pas été racontée. Donc au-delà de mon histoire, c'est aussi l'histoire d'une génération. Et c'est les retours que les quelques lecteurs que j'ai pu rencontrer m'ont fait. Alors, votre histoire avec la drogue, elle commence quand même très tôt, hein, 15 ans, au lycée. C'est un choix personnel que vous faites d'aller vous droguer. Vous le dites, on se drogue parce que c'est bon. La coke, c'est l'illusion d'une fête sans fin, même un mardi après-midi pluvieux dans votre studio sordide quand il n'y a rien à la télé. C'est une des fonctions des drogues. On ne peut pas comprendre les drogues si on ne voit pas le plaisir qu'il y a derrière. Je pense que s'il n'y avait pas de plaisir, il n'y aurait personne en terrasse à Grenoble en train de siffler des pintes de bière, même le jeudi soir quand il pleut. Au Copain d'Abord ou dans les autres bars, que ce soit l'alcool ou les autres drogues. Mais c'est un aspect qui n'est jamais présenté dans les campagnes de prévention ou
ou dans les médias. On parle toujours des possibles conséquences délétères des drogues, mais en fait, on commence à consommer parce que c'est bon. Vous buvez un verre de vin parce que ça vous délasse, ou vous consommez du cannabis parce qu'il y a des effets qui sont plaisants. Après, les conséquences délétères des excès, des mauvais usages, ça, c'est une autre discussion. Mais oui, il y a un aspect plaisir qui est fondamental dans toutes les drogues. Bon, les conséquences, vous les éludez pas. Dans le livre, vous décrivez que vous étiez défoncé du matin au soir hein, à cette période. Peut-être plutôt du soir au matin. Du soir au matin. Parce que j'avais peu d'activités dans la journée. en journée. Oui, après, là encore, tous ceux de ma génération, s'ils ont un soupçon d'honnêteté et de mémoire, ils se rappelleront que dans n'importe quel lycée, peu importe que ce soit les lycées les plus huppés de la banlieue de Grenoble, ou les lycées des quartiers populaires, ou les lycées trop neutres pour être identifiés, c'était des coffee shops à ciel ouvert. La consommation de cannabis, elle était déjà surdéveloppée et endémique dans les années 90. Moi, j'ai commencé à 15 ans, mais c'était l'âge de ma génération. La génération qui a suivi, ils ont commencé à 12 ans. Si vous prenez maintenant les statistiques, c'est pas mon avis, hein, mais les rares statistiques qui sont un petit peu carrées sur le sujet, les premiers contacts avec le cannabis, maintenant, c'est aux alentours de 12 ans. Et peut-être, a priori, un peu moins. Donc, c'était jeune, ça dépend. Pour mon époque, c'était très commun. C'était la norme, on va dire. La norme dans la population qui était confrontée et qui était amatrice de cannabis. Dans ces années 90, le deal de drogue a quand même un côté artisanal par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Je compare ça à des réunions de Tupperware. Pour acheter ou vendre de la drogue, il fallait forcément connaître un petit peu son dealer. Et c'était beaucoup de relationnel quand même. En fait, le trafic de drogue, c'est une activité économique, ni plus ni moins. Donc elle se calque sur l'époque. Elle est dépendante pour sa forme et de l'époque dans laquelle elle est. Les années 90, vous aviez un milieu économique qui n'était pas ubérisé, pour prendre un terme qui est un peu mis à toutes les sauces. Le marché des drogues, c'est le deuxième secteur économique mondial. Donc ça serait totalement utopique de croire qu'il ne reprend pas le cadre, la forme et le fonctionnement des autres secteurs économiques. Donc oui, il était très différent de ce qu'on peut en comprendre aujourd'hui. Alors vous avez commencé comme consommateur à l'âge de 15 ans, et puis il y a différentes strates hein, dans ce milieu. Vous êtes passé au statut de brasseur. C'est quoi exactement le brasseur? Non, je voulais faire un distinguo. Moi, ce que j'ai appelé brasseur, c'est quelqu'un qui va vendre, mais qui a encore d'autres activités. Pour ne faire que ça et être un dealer qui vit de son activité, déjà à l'époque, c'était des quantités qui sont difficilement atteignables. Et en fait, il faut certaines qualités pour mener cette vie-là. Et moi, j'ai eu la chance, ou peut-être le défaut, de sentir assez tôt que je ne les aurais pas. Donc, je crée un distinguo entre les brasseurs et les dealers, parce qu'il y avait énormément de brasseurs, il y avait énormément de gens qui vendaient des petites, des moyennes, des grosses quantités de drogue, mais des dealers, des gens qui vivaient de cette activité, qui avaient une capacité à gérer des gros flux financiers, à les blanchir et à en faire leur activité principale, c'était très très rare. Donc j'ai voulu créer ce distinguo dans un souci de clarification et puis d'honnêteté aussi. C'était un milieu violent déjà à l'époque, le milieu du trafic de drogue à Grenoble? L'économie, c'est violent. Une OPA, c'est violent. Un licenciement économique, c'est violent. Une délocalisation, c'est violente. Le trafic de drogue, vu que les gens qui nous gouvernent ne veulent pas s'en occuper, il n'est pas normé, il n'est pas régulé. Donc l'économie, quand elle est totalement dérégulée, vous avez un petit maillon en plus qui s'appelle la violence physique. Donc oui, à l'époque, il y avait déjà de la violence. Elle est clairement différente de ce qu'on en voit aujourd'hui, mais elle était présente. Par contre, elle était beaucoup plus rare. Vous parlez de la régulation. Il y avait quand même à l'époque des contrôles de police, de gendarmerie. Est-ce que vous avez été inquiété, fiché à l'époque en tant que vendeur de drogue? Ah, ça, il faut lire le livre. Toutes les réponses que les gens peuvent se poser, elles sont dans le livre. Il faut juste se donner la peine de le trouver, de le lire et
Vous dites trouverez toutes les réponses. La peur du gendarme n'a jamais empêché de se lancer dans le business. Au contraire, hein, c'était presque stimulant de faire quelque chose d'interdit. Bah là encore, c'est une facette du trafic qui est jamais évoquée. C'est que l'illégal, l'illicite, c'est attirant, c'est excitant. Beaucoup plus que d'être dans certains métiers. En tout cas, pour des jeunes garçons, c'est principalement un milieu masculin. Pour des jeunes garçons qui arrivent dans l'âge adulte, avec toutes les composantes de cette période, oui, l'illégal, quel qu'il soit, c'est attirant. Faire une bêtise quand vous êtes gamin, c'est attirant, c'est excitant. Vous savez que ça ne va pas plaire à vos parents, mais vous la faites quand même. Ils étaient au courant, d'ailleurs, vos parents, du tournant de votre vie de jeune adolescent? Il faut lire le livre. Bon. Alors, c'est paradoxalement, c'est aussi dans le livre, une discussion avec un des parrains de Grenoble qui vous a incité à finalement décrocher de ce milieu. Je dirais pas qu'il m'a incité. Il a été honnête sur la vie qu'il menait. Il y a plein de gens qui ont parlé avec lui et je pense que ça les a pas du tout détournés de cette vie-là. Il a été honnête sur ce que c'était sa vie. Moi, la perception que j'ai eue de ce milieu à l'époque, c'est qu'il était encore très pyramidal, très vertical. Donc, moi, j'avais l'envie de grimper. Ce qui est aussi attirant dans ce milieu-là, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose qui est très magnétique. Et moi, j'ai toujours eu envie de voir ce qu'il y avait à l'étage du dessus. Et quand j'ai eu accès à cette personne qui était un petit peu tout en haut de la chaîne alimentaire de Grenoble, et puis même au-delà au niveau national, et que cette personne-là vous parle honnêtement de sa vie, et oui, moi, il m'a dit, si tu as la possibilité, si tu as autre chose à faire, fais autre chose. J'ai trouvé que c'était intéressant, que ça valait le coup en tout cas d'y réfléchir. Et vous y avez réfléchi. Alors, vous le dites, hein, dans le livre, vous balancez personne, vous ne citez pas de nom, très peu de lieux d'ailleurs. On est à Grenoble, mais on essaye de se repérer avec les quelques indices que vous donnez. Bon, par contre, quand on connaît les années 90 à Grenoble, les parrains grenoblois sont de notoriété publique, hein, même si vous ne les citez pas. C'était les frères Maldera, Robert et Jean-Pierre Maldera. Le premier a disparu il y a 10 ans, le second est mort de façon rocambolesque il y a quelques semaines, hein, en mars dernier, sur l'autoroute entre Grenoble et Saint-Imier. Des tireurs ont fait feu sur sa voiture, l'obligeant à s'enfuir à pied. Puis les tueurs ont fait demi-tour sur l'autoroute pour aller finir le travail en percutant Jean-Pierre Maldera avec leur véhicule. C'est une disparition qui a fait beaucoup parler. On a parlé de la fin d'une époque, justement, de ces années 90 qui se terminait comme ça avec la mort du dernier parrain. Ça vous a marqué, vous, ce fait divers? Vous parlez d'eux. Enfin, moi, je cite personne. Il y a d'autres lecteurs qui ont reconnu d'autres personnes. Oui, j'ai entendu parler de cette affaire. Après, c'est intéressant en termes de traitement médiatique parce que il y a un gamin de 15 ans qui s'est fait descendre devant le point de deal qui est au quartier Hoche. Ça a occupé 2 lignes dans la presse. Il y a eu une sortie médiatique politique qui a demandé où étaient les parents. Et puis on est passé à autre chose, qu'il y avait les infos sportives derrière. Paix à son âme, Jean-Pierre Maldera, effectivement, c'est une mort qui est terrible. Après, la mort du gamin de 15 ans, elle est infiniment peut-être plus terrible. Et ça intéressait personne. Je trouve que c'est assez frappant du traitement médiatique de ces sujets-là. Vous avez gardé aujourd'hui des contacts avec ce milieu? Alors moi, j'ai été actif jusqu'au début des années 2000, jusqu'à peu près en 2010. Donc j'ai vu le basculement entre l'ancien monde et le nouveau. Donc je connais des personnes qui sont encore actives, mais je ne les fréquente pas. Voilà. Vos amis de l'époque, vous en citez pas mal, hein, c'est des pseudos, j'imagine aussi dans le livre. Ils s'en sont tous sortis comme vous à un moment donné en se disant il y a peut-être une autre façon de faire sa vie, ou certains sont encore pris dans ce milieu de la drogue? Après, c'est une vie comme une autre, hein. Ça ne changera pas à la fin. Y en a qui y sont, peut-être qui mènent une vie terriblement moins ennuyeuse que la mienne. Peut-être qu'ils vivent une vie que personne ne souhaite. Je ne sais pas. C'est une vie comme une autre. Vous ne la regrettez pas? Vous ne regrettez pas ces années-là? Aujourd'hui, avec le recul? J'ai jamais compris la phrase des gens qui vous disent si c'était à refaire, je fais exactement pareil. Non, j'ai fait plein d'erreurs. Il y a plein de choses que je regrette. Non, ça a fait de moi ce que je suis.
Après, je pense que ça continuera tant qu'on ne voudra pas s'occuper collectivement de ces sujets et qu'on continuera à regarder ailleurs. Mais c'est une vie comme une autre. Et il faut bien qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Parce qu'on prend toujours le prisme de la drogue par... Il y aurait une offre gigantesque qui amènerait les gens à se droguer. Moi, j'ai jamais vu de pub pour la drogue. C'est un marché qui n'est pas subventionné. Il n'y a pas de subvention publique. C'est le deuxième flux financier au monde. C'est peut-être qu'il y a une demande. Donc, il y a des gens qui veulent bien prendre le risque de s'en occuper. Alors vous évoquez l'époque d'aujourd'hui, l'ubérisation qui a changé les choses. Aujourd'hui, à Grenoble, on peut, entre guillemets, faire son marché en restant chez soi sur Internet. Il y a des sites Internet qui ont pignon sur rue où on peut, comme ça, commander sa marchandise, notamment au quartier Mistral. On a toujours un paradoxe de se dire c'est une activité illicite et puis finalement tout le monde pratiquement peut accéder à ces produits sans forcément enfreindre une quelconque réglementation de la loi. Je sais pas, je crois que c'est toujours interdit. Il y a toute une liste de produits qui sont toujours interdits en France. Je vais pas répéter ce que je viens de dire. Il y a une offre, mais il y a surtout une demande. Donc il y a une demande qui change. Il y a des nouveaux produits qui arrivent, il y en a qui n'ont pas bougé. Si vous regardez le prix de vente du cannabis sur les 20 dernières années, il est stable. Donc c'est bien que la prohibition ne fonctionne pas, c'est bien que la demande est toujours là. Je crois que c'est toujours illégal par contre, hein. Même si vous faites livrer un Uber Sheet, vous êtes hors la loi. Mais encore, après, il y a des lois. Après, chacun décide ou pas de les respecter. Il y a des élus justement qui demandent à ce que ça devienne légal, notamment le maire de Grenoble qui milite pour la légalisation de la vente du cannabis. Est-ce que pour vous, c'est une bonne piste à suivre pour contrer ce trafic, essayer de l'encadrer, de le réguler ? Ce qui est sûr, c'est que la prohibition, ça ne fonctionne pas. Ça fait 50 ans qu'il y a une guerre qui est menée à la drogue, selon les mots du président américain de l'époque qui a lancé cette politique-là. Les moyens augmentent, l'argent contre la lutte augmente. Il n'y a aucun produit. Tous les produits augmentent en termes de quantité et de qualité. Donc, factuellement, qu'on soit pour ou contre, comment le sujet est pris et la lutte qu'on veut mener ne fonctionne pas. Donc il serait peut-être temps de chercher d'autres pistes. Ou alors il faut continuer à supporter des gamins de 15 ans qui se prennent une balle dans la tête, mais il va falloir en supporter beaucoup. Et justement, ces règlements de compte qui sont très récurrents à Grenoble ces derniers mois, qui impliquent effectivement souvent des mineurs qui sont de plus en plus impliqués dans ces règlements de compte sanglants. À votre époque, vous aviez peur pour votre vie quand vous étiez dans ce milieu ou on n'y pensait pas ? À mon époque, il n'y avait pas de règlement par arme à feu. Si vous regardez en France, même en dehors de Grenoble, de ce que moi j'ai pu voir et de ce que j'ai vu à Grenoble avant le début des années 2000, il n'y avait pratiquement aucun règlement de compte lié aux stupéfiants par arme à feu. Je crois qu'à Marseille, si vous regardez, il y en a 2 ou 3. À partir du moment où, on va dire, la boîte de Pandore s'est ouverte, elle ne s'est plus arrêtée. Mais le règlement de compte par arme à feu, comme on le voit maintenant, il était extrêmement rare à mon époque. Et vous ne le regrettez pas, j'imagine. Je ne vois pas ce qu'il y a à regretter. Bon, en tout cas, ça s'appelle Deal, tout simplement. C'est effectivement un livre très réaliste. C'est votre histoire. Vous ne l'avez pas édulcoré, même si vous avez changé certains noms. Le tome 2, vous l'avez dit, il est en préparation. Il est déjà écrit. Comment vous en êtes de ce travail ? Il est en cours d'écriture. Après, il faudra voir avec Nouveau Monde Édition, déjà s'ils l'acceptent. Et puis, quand est-ce qu'ils voudront le sortir. Voilà. Ils ont eu du mal à accepter le premier. Comment ça s'est fait ? Vous avez envoyé, entre guillemets, au hasard aux éditeurs votre manuscrit ? Non, j'avais sélectionné les maisons d'édition dont l'esthétique pouvait correspondre au projet. Ils ont été les plus prompts à me répondre. J'ai eu d'autres propositions, mais celle-là était celle qui me convenait le plus. Et j'ai pu les rencontrer. On a pas mal échangé pour trouver un terrain d'entente entre mes demandes et les besoins de promotion d'un livre comme ça.
Est-ce qu'il y a une distribution nationale et européenne dans les pays francophones? Donc, qu'est-ce que j'étais prêt à faire? Qu'est-ce qu'eux voulaient bien accepter? Ça a été surtout le gros du travail, mais j'ai la chance que le patron de Nouveau Monde Édition, qui s'appelle Yannick Dé, qui est quelqu'un d'assez formidable, m'ait contacté et les choses se sont faites très simplement, très facilement. Bon, merci en tout cas d'être venu témoigner sur ce plateau. Il n'y a pas de projet de film derrière, parce que souvent quand on a des livres qui touchent des sujets aussi sensibles et dans l'actualité, on peut avoir envie de passer ça sur un autre format. Alors, c'est pas moi qui maîtrise ça, ça sera l'avis du livre. L'éditeur m'en a parlé tout de suite. Je sais que Olivier Marchal a récupéré le livre. Après, je pense qu'il doit en récupérer 500 par semaine. Et je ne le connais pas personnellement, mais c'est revenu à mes oreilles qu'il avait eu accès au livre. On verra. On est encore dans la période des retours presse et puis éventuellement voilà, des gens de différents milieux qui pourraient être intéressés. Bon, Olivier Marchal, qui est réalisateur, qui a également monté une pièce de théâtre il y a quelques années avec l'ancien patron de la police de Grenoble, Christophe Gavara. Donc voilà, parfois les boucles se retrouvent sur un même terrain. Merci Sis, vous restez avec nous car nos deux prochains invités vont peut-être avoir envie de vous proposer de rejoindre leur gratin dauphinois. On a même utilisé leur générique pour faire la virgule de transition. Maxime Sibué et Nicolas Guméry, deux jeunes vidéastes grenoblois. Lequel est le plus jeune? Peut-être Maxime? Oui, je suis le plus jeune. Ouais. Moins de 30 ans, Maxime? Ouais, 29. 30 ans en fin d'année. Bon, Nicolas, plus de 30 ans. Ouais. Forcément. 40. Bon, voilà, il y a toutes les générations sur ce plateau. Alors, vous avez lancé, il y a un an à peu près, un concept d'émission. Vous avez appelé donc le gratin dauphinois. J'ai utilisé cette petite virgule réalisée par vos soins. En quoi ça consiste, le gratin dauphinois, votre gratin dauphinois? Eh ben, finalement, c'est un format vidéo dans lequel on invite des personnalités grenobloises, donc des artistes, des sportifs, des personnalités qui sont engagées sur le territoire, qui ont un parcours assez inspirant, enfin, qui nous inspire et qui, on espère, pourra inspirer d'autres personnes, notre audience, en trois parties. Donc, entrée, plat, dessert, sur un épisode de 20 à 30 minutes qui est diffusé sur YouTube. L'entrée pour découvrir le parcours de la personne, le plat pour découvrir son lien à Grenoble, et le dessert, on fait une activité. C'est la caution un peu divertissante du format. Alors, je vous propose de regarder, pas 20 minutes d'émission, mais un tout petit extrait en mode un peu teasing avec Aurélien Fontenoy, qui est un champion de VTT trial, qui est un habitué aussi du plateau de Si on parlait. 15 étages en dessous, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. C'était peut-être une bêtise. La ville ou la montagne, c'est un taille grande pour nous, tu vois. On tombe 100 fois avant de réussir, donc on sait plus tomber que réussir presque. Quand je gagne la Coupe du Monde, j'ai gagné, je crois, 650 €. C'est ridicule. C'est quoi le truc le plus fou que t'as fait sur un vélo? Sauter le plus haut pont d'Europe, j'ai affronté des champions et des championnes en athlétisme, j'ai fait des défis contre des chiens, monté des tours de 35 étages. Voilà, sur ce petit extrait, Nicolas, on est sur un montage type réseaux sociaux, très dynamique, et pourtant l'émission est beaucoup plus posée que ça. Ouais, c'est quelque chose d'assez un format un peu plus long, un peu plus podcast, comme on peut l'appeler, où Maxime prend le temps vraiment de discuter avec l'invité, où on apprend vraiment son parcours, son attachement à la ville, et comme il expliquait, un petit amusement à la fin, entre guillemets, où Maxime se prête à un exercice du choix de l'invité. Voilà. Donc vous travaillez tous les deux, Nicolas derrière la caméra, ouais, c'est ça. Et Maxime devant forcément? Oui, plutôt devant. C'est vrai qu'on aime bien quand même imaginer les invités qu'on va avoir ensemble. Il y a toute une partie pré-production qui est importante. Le tournage aussi, on réalise ensemble. Donc, il y a une caméra en mouvement que Nicolas a en sa possession et il y a aussi 2 caméras fixes. Donc, voilà. Donc, il y a toute une réalisation qu'on fait en commun et puis un travail de montage ensuite et de diffusion. Mais voilà, on essaie de travailler ensemble sur toutes les parties de la création d'un épisode. Parce que là, on voit par exemple à l'entrée avec Jazia Satour, qui est une chanteuse grenobloise. Vous changez de lieu à chaque invité, Nicolas, donc ça demande aussi de s'adapter à l'environnement. Ouais, en fait, c'était aussi un choix. Soit la personne qu'on va interviewer a un lieu prédéfini où elle travaille, si c'est un travail ou autre. Soit, là, par exemple, Jazia, on avait envie aussi de mettre en avant un lieu culturel grenoblois très identifiable et qui nous plaît. Donc là, c'était un double épisode un peu particulier parce qu'il y avait de la musique, donc une live session en fin d'épisode. Et du coup, on voulait que cette live session elle soit dans un lieu très joli.
Du coup, on a eu accès au musée dauphinois et c'était un super... En fait, il y a une partie esthétique qu'on veut garder et qui est importante. On veut faire de la qualité visuelle. On veut faire aussi de l'informatif. Donc, c'est pour ça que le contenu de 20-30 minutes, il permet d'aller en profondeur dans le portrait de l'invité. Et il y a une troisième partie que j'ai oubliée en disant mes 2 premières parties, qui est de celle de faire quand même quelque chose de rythmé et divertissante avec cette activité et qui permet de toucher un peu plus les réseaux sociaux, d'avoir, comme vous disiez, des formats plus rythmés. Ouais. Comment vous les choisissez, vos invités? Là, on avait une chanteuse, on a Abel Djilali, qui est un jeune cascadeur qui a grandi dans les quartiers grenoblois, la Villeneuve notamment. Et ben, on les choisit en discutant déjà entre nous avec Nicolas, du bouche-oreille, parfois des connaissances aussi qu'on avait nous, parfois aussi nos recherches qu'on peut faire sur les réseaux ou sur Internet. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Ouais. On est tous les deux aussi de Grenoble depuis toujours, on va dire. Du coup, effectivement, c'est des rencontres. Typiquement, Aurélien, c'est devenu un ami. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. C'est sur début YouTube. Je l'ai accompagné. C'est moi qui cadrais ses premières vidéos. Jazia, c'est une artiste que j'avais déjà filmée. Enfin, c'est aussi des envies personnelles d'aller mettre en avant des profils qui nous ont intéressés à la base. Et puis, effectivement, des fois, nous aussi, on est friands de contenu. Donc, je pense qu'on se nourrit beaucoup de ce qu'on voit sur les réseaux. Un profil nous intéresse. Et après, on creuse sur savoir s'il y a quelque chose en plus à aller chercher. Voilà. Vous l'avez dit, Maxime, le dessert, c'est la partie un peu plus ludique de l'interview, qui n'est pas la plus reposante, notamment sur cette séquence où vous payez un peu de votre personne. Oui, heureusement, ça, je l'ai su quelques minutes avant de voler. Vous n'étiez pas au courant? Parce que, en fait, ça dépend vraiment des conditions. On n'était pas certain de pouvoir le faire. Et je pense que j'aurais eu un peu d'anxiété si je l'avais su bien avant. Donc, j'aurais été un peu moins serein. Mais c'est vrai que ça nous fait vivre, ça me fait vivre par chance des aventures un peu extraordinaires, notamment donc ici avec Nicolas Plein, avec Emeline Gros aussi, on a fait du rugby avec le chef du Tohubohu, on s'est mis en cuisine ensemble. Enfin voilà, il y a quand même plein de domaines différents et à chaque fois l'idée c'est de se mettre un peu à la place de l'invité pour savoir ce qu'il peut ressentir et puis voilà, c'est une nouvelle fois c'est un peu aussi la caution divertissante. Je trouve que c'est important bien sûr d'avoir cette caution où on discute mais aussi de se mettre un peu en action, quoi. Alors vous avez bouclé la première saison du Gratin dauphinois. Vous avez combien d'épisodes? 9 épisodes, ouais. Qu'est-ce que ça va donner la suite? Parce que c'est un travail qui demande du temps, on voit, il y a la qualité de l'image, de mise en scène, donc un travail de professionnel. Vous êtes 2 professionnels, mais c'est pas ce qui vous fait gagner votre vie, si j'ai envie de dire. Non, tout à fait. C'est un travail, pour l'instant, qui est bénévole. C'est un projet qu'on a lancé bénévolement. Donc il faut continuer nos activités à côté de réalisateurs vidéo, de journalistes aussi parfois sur l'émission que je peux avoir. Donc voilà, il faut trouver ce temps-là, il faut s'investir, c'est un peu un équilibre à trouver. On jongle un peu avec cette partie-là du gratin dauphinois, mais finalement on est plutôt bien sorti cette année. On espérait sortir un épisode par mois. Finalement il y a 1 ou 2 mois où par nos emplois du temps respectifs ça n'avait pas été trop possible, mais voilà. Donc on est très content de cette première saison et on espère pouvoir continuer potentiellement avec des financements, avec des partenariats. C'était aussi l'idée. Ouais. Vous avez déjà des invités dans le collimateur pour la saison 2 Ouais, on a déjà quelques prospects qu'on a mis de côté. Voilà, c'est un peu quotidien en fait, on va dire. On s'échange beaucoup des profils. Tu as vu cette personne? Enfin, souvent on retombe sur les mêmes des fois par hasard, parce qu'on a... Je pense on va dans les mêmes directions. Donc ouais, on est en recherche, on a déjà des profils qu'on a mis de côté. Voilà, comme disait Maxime, ça nous prend du temps, mais c'est vraiment quelque chose qui nous passionne. Du coup, on a vraiment envie de s'investir sans que ça mette en défaut ce qu'on a à côté. Mais voilà, on imagine une suite avec d'autres profils qui nous paraissent intéressants à mettre en avant. Ouais. On peut déjà découvrir les 9 épisodes donc, sur votre chaîne YouTube. Ça s'appelle Le Gratin dauphinois, tout simplement. Média, parce que sinon il va y avoir beaucoup de recettes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que le terme, il est sympa, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas les premiers. Il est important parce que pour le référencement. Ouais, gratin dauphinois média, parce que sinon, vous aurez des recettes. C'est très bien aussi. Hein. Oui, ce qui est c'est faire les 2. Utilité. Manger un vrai gratin dauphinois en regardant votre production vidéo. Allez, on n'a pas de dessert nous dans cette émission pour finir, mais on va terminer avec les bons plans. On
demande à chaque fois à nos invités de nous livrer un petit bon plan. On va commencer avec Six, qui a un petit coup de cœur musical pour un rappeur grenoblois qui a aussi un lien avec ancestral, j'ai envie de dire, avec Télé Grenoble. Oui, c'est Jeff Lener. Voilà, c'est quelqu'un qui a une carrière que moi je trouve assez formidable et qui avait pris une retraite anticipée. Et moi, je suis très loin des réseaux sociaux, mais on m'a dit qu'il était justement sorti de sa retraite. Et le peu que j'ai écouté montre qu'il creuse toujours le même sillon. Et voilà, quand ça fait tant d'années que vous creusez le même sillon, à la fin, c'est quand même assez formidable. Donc, je trouvais sympa. C'était un petit clin d'œil. Je pense pas qu'il ait besoin d'un éclairage supplémentaire, mais ça lui fera pas de mal. On le fait avec plaisir, parce que moi-même, j'étais aussi resté sur l'idée qu'il était à la retraite. Ça doit faire une quinzaine d'années qu'on l'a accueilli sur les émissions de Télé Grenoble pour des lives rap. Et effectivement, il y a un nouveau clip qui vient de sortir. Je vous en propose un petit extrait. Adolescent, j'avais de la dé plein le crâne. Un drame, l'éducation, je crois que j'ai raté un tram. J'ai trop vécu pour m'inventer un Graal. Pas grave, je m'inquiète du sort de mes 21 grammes. Une jeunesse violente nous a ramené ça. Des mauvais souvenirs même sous amnésia. Dans des conneries monumentales, notre avenir on l'engage. Aujourd'hui je constate que la haine a tordu mon langage. Plus je m'éloigne du feu, moi j'ai de phases angoissantes. Silencieux, je camberge en 360. La hure fait des morts, pas tant de martyrs. Life en deux parties, faut que je repente mon âme avant de partir. On se démonte en classe comme des monstres on casse. Pour des montres on casque et pour des montes en cash. Y a du monde en cash, n'attends pas la chance, elle est jamais là. On n'est pas aimable, quand le mal est hal, on est malléable. Petit extrait, vous avez peut-être reconnu d'autres figures grenobloises dans ce clip, comme Azedine Mihari, ancien boxeur de très haut niveau. 21 grammes, c'est le titre, je ne sais pas de quel gramme il parle, mais c'est le titre de son clip. C'est aussi un personnage, Jeff Lener, si vous cherchez des idées d'invités dans le rap. Voilà. Vous avez tenté une petite carrière, je fais une aparté Sixin dans le rap quand vous étiez dans le milieu du trafic à Grenoble. Une carrière, non, mais j'ai eu plusieurs vies, oui. Il y a quelques chapitres que vous consacrez comme ça, en fil rouge, à des essais de musique, de rap. Bon, ce n'était pas votre priorité, mais vous avez tenté le coup. Je n'avais pas envie de faire carrière, mais l'écriture était déjà là, finalement. C'est vrai. Maxime, vous, c'est les Chartins du musée dauphinois, votre coup de cœur. Oui, tout à fait. On a eu l'occasion de s'y retrouver avec Nicolas il y a quelques jours. Et donc, il y a eu de l'aménagement qui a été fait au musée dauphinois. Et c'est vrai que déjà, il y a une vue sur tout Grenoble. C'est très, très agréable. Et là, avec les beaux jours, c'était un peu un coin que je voulais mettre en avant. On n'y pense pas forcément. En tout cas, il n'y a pas trop de monde. C'est peut-être un peu agréable aussi pour ça. Mais non, très sympa. Ouais, parce qu'il faut traverser le musée pour accéder à ces jardins qui sont en accès libre, mais c'est vrai qu'on ne tombe pas dessus comme ça spontanément. Il faut passer par le musée, il faut monter aussi quelques marches pour y accéder. C'est un peu sportif. Mais effectivement, ils ont été refaits à neuf par le département. C'était inauguré cette année. Et, le coin vaut le petit déplacement, les petites marches d'escalier depuis le quai Saint-Laurent à Grenoble. Puis il accueille normalement un festival de musique électronique chaque année au mois de juin. Je ne sais pas s'il aura lieu en 2025, mais on guettera ça. Nicolas, dernier bon plan. Café vélo. Ouais, tout à fait. J'habitais pas loin pendant quelques années. Du coup, c'était un peu ma cantine pendant une période. Je conseille le burger végétarien qui est excellent. Et puis voilà, c'est un lieu où on peut aller boire un coup et faire réparer son vélo. C'est très appréciable. Ils ont une super petite terrasse de l'autre côté rue, donc pas le bruit de la route. C'est pas les mêmes qui cuisinent et qui réparent les vélos. Non, ou alors si, mais ils se lavent les mains entre-temps, je crois. Bon, voilà. Il y a d'ailleurs des possibilités de prendre des cours de réparation de vélos dans l'atelier. Donc voilà, ça peut servir aussi pour ceux qui pratiquent à Grenoble. Six, comme vous êtes là, on en profite. Il y avait un autre petit bon plan. On parlait des burgers. Vous, c'est la pâtisserie orientale que vous vouliez mettre aussi en avant. La pâtisserie du Pao, je crois que c'est ça, ouais. Dans le quartier de l'Alma. Qui est une vieille institution grenobloise qui continue. C'est une pâtisserie familiale. C'est le fils Abdel qui a repris maintenant depuis de nombreuses années. Son père nous a quittés maintenant depuis un petit moment. Et c'est un lieu que je trouve un petit peu à part dans Grenoble. C'est plus qu'une pâtisserie. C'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de discussion, un lieu de débat. Et puis c'est surtout, à mon sens, les meilleures pâtisseries orientales de Grenoble. Donc moi, je suis assez gourmand, donc... allez-y. Eh ben voilà, la bonne adresse est passée. Puis je rappelle la sortie de ce livre, Six,
d'Île, ou 6, je ne sais pas si on prononce le X, comme vous voulez, aux éditions Nouveau Monde. Et puis on attend évidemment avec impatience la suite et la fin de cette histoire vécue dans les années 90. Agronome, merci d'avoir participé à cette émission. Merci. On se retrouve très prochainement avec tous nos programmes en replay sur telegrenade.net. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.